BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Merci d'être toujours avec nous et notre invité dans le cadre de ce grand oral de l'économie où je vous rappelle on passe au crible les programmes économiques des candidats à la primaire des Républicains. Aujourd'hui notre invité c'est donc Bruno Le Maire. Encore une fois merci d'être là. On parlait à l'instant de comment gagner peut-être quelques milliards, puisque vous proposez 85 milliards d'économies, je le rappelle, sur les dépenses publiques. Vous nous expliquez comment. On va dire un mot de méthode. Après, on parlera de croissance, de fiscalité, d'emploi et de formation, puisque vous voulez prendre 9 ordonnances pour renforcer l'autorité de l'État. L'ordonnance, on a l'impression que tout le monde, du côté de la droite, est sur cette méthode des ordonnances. Est-ce que c'est ça la démocratie? Et pourquoi? Dites-nous rapidement en quoi ces ordonnances consistent. La démocratie, c'est le respect de la majorité. Une fois que la majorité s'est prononcée sur un projet, et je l'espère sur le contrat présidentiel que j'ai présenté, eh bien il doit être appliqué. La tyrannie des minorités que l'on connaît depuis des années, où aussitôt qu'on est arrivé au pouvoir, on renégocie ce qui a été décidé par la majorité, c'est fini. Les ordonnances, elles permettent d'aller vite et de répondre à l'urgence sociale qui existe aujourd'hui. L'urgence économique, enfin la situation du pays, la paupérisation des gens, la situation de nos entreprises, la situation de l'emploi, exige que nous allions vite. Ces ordonnances, elles permettront de réformer le marché du travail, de réformer l'accompagnement des chômeurs, de réformer le droit du travail, de mettre en place une allocation sociale unique pour plafonner à 60% du SMIC toutes les aides sociales que l'on peut toucher en France pour que jamais une personne qui vive des aides sociales ne puisse vivre mieux des aides sociales que de son travail. Il y a urgence à lancer ce signal-là. Après, soyons clairs. Donc les ordonnances, vous les prenez quoi, le mois de juillet? Entre juillet et septembre 2017. Et puis après, il y a des chantiers de plus long terme. Le chantier éducatif, la transformation complète du système éducatif que nous voulons porter avec tous ceux qui me soutiennent, forcément, ça prendra des années. Pour moi, c'est une affaire de 10 ans. La transformation de notre système éducatif. Ça ne peut pas se faire ordonnance, ça doit se faire sous forme d'un grand chantier où nous traiterons tous les problèmes qui se posent à l'éducation nationale, où nous revaloriserons la voie professionnelle, où nous accompagnerons les enseignants, où nous donnerons l'autonomie aux établissements. Tout ça prendra du temps. Deuxième partie, en l'occurrence, de cette émission, de ce grand oral, on parle de croissance, justement, comment redresser la France en 5 ans. On a vu que votre programme, peut-être était-il moins violent qu'un celui de François Fillon, mais si on en croit à l'Observatoire de BFM Business, on voit qu'en termes de croissance, l'impact est moindre. Olivier Babot, c'est à vous. Comment est-ce que vous jugez le programme de Bruno Le Maire à l'aune justement de retrouver cette croissance qui fait tant défaut, notamment pour combattre le chômage? Oui, alors je ne sais plus qui a dit la vie est trop courte et Proust est trop long. Mais ce n'est pas le cas de votre programme, bizarrement, malgré ces 1012 pages. Non, parce qu'encore une fois, je trouve que ça se lit très très bien. Alors, vous avez clairement choisi votre camp entre économie de l'offre et économie de la demande. C'est l'économie de l'offre, très très clairement. Vous avez un programme de baisse du coût du travail, de stimulation des investissements qui est extrêmement marqué, avec des mesures phares telles que la suppression pendant 1 an des charges salariales pour un embauche dans les entreprises de moins de 10 salariés. Plus qu'à 2,5 SMIC si je ne me trompe pas. Évidemment, mesure phare, baisse de la CSG à 6%, d'où peut-être une première question. Est-ce que, alors qu'on voit que la CADES a du mal finalement à s'éteindre comme elle le devait depuis si longtemps, est-ce qu'on risque pas de la déséquilibrer encore une fois, parce qu'évidemment c'est une perte majeure. La caisse qui porte la dette. Voilà, sur la dette, la CADES, voilà, caisse d'amortissement. Sur la simulation des investissements, des choses effectivement très intéressantes, mais qu'on retrouve effectivement ailleurs, l'allègement de la taxation du capital à 25%, la suppression de l'ISF, un IS qui baisse, une libéralisation des prêts interentreprises. Alors ça peut être plus original à travers le crowdfunding et des choses qui sont effectivement moins vues, peut-être parce que justement vous descendez plus dans le détail. Donc, question sur la CSG, peut-être une question sur, est-ce que vous n'avez pas peur quand même de l'effet, pour dire récessif, de cette baisse des dépenses que vous êtes tout de même obligé de faire, alors qu'on voit que le FMI même a pris un peu de recul vis-à-vis des politiques d'austérité. Le CDE notamment, voilà, le CDE, le G20, un communiqué du G20. Sans parler de Stiglitz. Et enfin, pourquoi, peut-être que vous ne répondrez pas à tout, mais c'est comme un juré de thèse, n'est-ce pas? Pourquoi la CSG et pas la TVA? Oui. Par exemple, proposé par Alain Juppé et François Fillon avec des taux différents. Mais... Et aussi la suppression de la TVA interentreprise qui aurait rendu énormément de trésorerie aux entreprises. Or, c'est bien ça l'idée, financer les investissements. Bruno Le Maire. Alors d'abord, c'est vrai que l'objectif premier, je le rappelle, c'est un travail pour tous. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Aucun président de la République n'a jamais créé d'emplois, sauf des emplois publics, et il faut justement les réduire.
Donc je veux simplement créer l'environnement économique le plus favorable, le plus attractif pour l'investissement, pour l'innovation, pour la création d'emplois en France. Que demain, un jeune qui crée son entreprise se dise c'est en France qu'il faut la créer. Que demain, un investisseur étranger qui cherche où investir son argent se dise c'est en France qu'il faut l'investir. D'où les décisions que j'ai prises sur la fiscalité du capital, aussi bien pour les dividendes que pour les plus-values, que nous ramènerons à 25%. Les décisions qui ont été prises sur la simplification du marché du travail, pour que nos entrepreneurs puissent créer des emplois. Regardez simplement les seuils sociaux. Le seuil de 10, je le rends facultatif. Le seuil de 50, je le ramène à une seule instance unique et je le repousse à 250 salariés. C'est-à-dire que toutes les entreprises de 49 salariés qui aujourd'hui disent surtout pas franchir le seuil de 50, elles pourront aller jusqu'à 250. Je fais un effort majeur sur les entreprises de moins de 10 salariés, vous l'avez souligné, en prévoyant entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018 la suppression de toute charge patronale jusqu'à 2,5 SMIC. Ça veut dire qu'un entrepreneur d'une petite entreprise qui embauchera quelqu'un à 1 500 €, ça lui coûtera 1 500 €. Il l'embauche à 2 000 €, ça lui coûtera 2 000 €. Donc c'est une façon de relancer immédiatement la création d'emplois dans notre pays. J'hésite pas aussi, puisque cet objectif c'est le travail pour tous, à briser un certain nombre de tabous. J'ai vu dans les 4 années de déplacement que j'ai fait en France, beaucoup de personnes qui ont été cassées par la vie, qui sont au RSA depuis des années, qui ont perdu beaucoup de repères, le sens du temps, le sens de la relation sociale. Ces gens-là, personne ne les embauchera jamais en CDI au niveau du SMIC. Et dans le fond, on s'est résigné à leur donner un chèque plutôt que leur donner un emploi. Eh bien moi, je veux qu'on leur redonne un emploi. Il faut justement que les entreprises embauchent. Je souhaite qu'elles aient un emploi. C'est ce que j'appelle les emplois rebonds. Une entreprise pourra embaucher 20 heures par semaine pendant une durée d'1 an. Une personne très éloignée de l'emploi en la payant en dessous du SMIC. Et elle pourra juste cumuler avec son allocation sociale de façon à avoir un revenu digne. Mais vous voyez que c'est ces mesures devant lesquelles on a reculé depuis 30 ans. C'est pas vous, je vais expliquer, Bruno Le Maire, que pour créer des emplois, il faut que les entreprises elles aient des marchés, il faut qu'elles aient de la demande, même si on est dans la théorie de l'offre. Donc il faut de la croissance. Comment faites-vous pour booster la croissance? Après, c'est Jean-Hervé Laurent. Je considère que toutes les mesures que nous prenons sur le marché de l'emploi, sur la fiscalité, sont de nature justement à booster cette croissance. Et nous allons très loin. La demande, et nous nous affranchissons justement d'un certain nombre de dogmes et de tabous. Le traitement social du chômage, droite et gauche confondus, j'y réponds par un traitement économique. La demande. Olivier Babot, j'excuse que je l'appelais Emmanuel tout à l'heure, ne m'en voulez surtout pas, parce que vous savez, j'ai 4 enfants, je mélange très souvent les prénoms. Donc il n'y a absolument aucune inimitié dans ce mélange des prénoms. Donc Olivier. J'ai fait le choix de baisser la CSG. Pourquoi? Parce que je considère que les impôts doivent baisser pour tous en France. Et que la CSG, quand on l'a créée en 1991, reprenez les déclarations de M. Rocard, c'était 1,1% ad vitam aeternam. Et puis on n'a pas cessé de l'augmenter. Je veux marquer un coup d'arrêt. Dire les prélèvements sociaux, ça suffit. On va les baisser. C'est 15 milliards d'euros de dépenses, mais c'est autant de réinjecter pour les ménages. Un ménage qui a un revenu moyen. Donc la TVA, augmentation de la TVA, vous êtes archi contre, parce que c'est contraire à... Archi contre, je vais y venir, archi contre. Oui, rapidement. Un ménage qui a un revenu moyen de 1 200 € par personne va avoir 1 000 € de revenus supplémentaires par an. 1 000 € de revenus supplémentaires par an pour un couple qui a un revenu moyen de 2 200 € net par mois par personne. Vous voyez que c'est justement une façon de dire aussi, nous allons permettre de relancer la croissance. La TVA, j'y suis opposé. C'est une solution de facilité, l'augmentation de la TVA. Oui, mais c'est plus indolore si on exclut justement les produits de première nécessité. C'est une solution très années 80, années 90. Au lieu de réduire la dépense, on augmente la TVA. Je ne sais pas, j'entends parler de l'augmentation de la TVA depuis des années. Je souhaite bien du courage d'ailleurs pour aller expliquer que dans le même temps, nous allons supprimer l'ISF et que nous allons augmenter la TVA. Programme des riches, Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous dites? Je considère, Nicolas Sarkozy ne propose pas l'augmentation de la TVA. Je considère que supprimer l'ISF, ce à quoi je suis décidé, et augmenter la TVA en même temps, c'est profondément injuste. Et c'est un message politique qu'on envoie à tous ceux qui travaillent, qui ont du mal à s'en sortir, qui est un mauvais message. Allez, Patrick Coquillet, très rapidement, un point de détail, et après c'est Jean-Hervé Laurent. J'ai l'impression qu'il y a un loup quand même dans votre programme. D'un côté, 25 milliards de baisse des prélèvements sur les particuliers, mais de l'autre côté, je vois suppression de 10 milliards de niches fiscales et d'aides. Mais si on me supprime une niche fiscale, moi, ça va augmenter mon impôt. Alors, comment vous faites là? D'un côté, vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre, non? Non, parce que discrètement. Et c'est lesquelles alors les niches? Je considère
considère qu'il y a des niches fiscales, par exemple sur les entreprises, mais également sur les ménages, qui ne sont pas... Personnel à domicile ? Non, sur les personnels à domicile, au contraire, je propose qu'on supprime toute charge patronale sur les emplois à domicile. Je considère que les emplois à domicile, c'est les emplois de demain. C'est ceux qui permettent d'accompagner les gens qui sont en difficulté, de garder vos parents qui sont âgés, de faire garder vos enfants. Donc je suis extraordinairement favorable aux emplois à domicile. Mais je réponds très concrètement, pour moi, tailler dans les niches fiscales, ça n'est pas augmenter les impôts, c'est remettre de la justice dans le système fiscal français. D'accord, Jean-Hervé Lorenzi. Voilà, alors je trouve qu'on est au cœur de votre programme et au fond, il induit obligatoirement une réaction. C'est très cohérent, c'est très bien fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais décidément, simplement, non, vous allez voir. Maintenant, on rentre sur le sujet. L'économie française, c'est une économie qui peut passer d'un cercle, négatif, comme c'est le cas aujourd'hui. On détruit de l'emploi. En gros, il faut créer 150 000 emplois, ne serait par an pour juste arriver à ne pas augmenter le taux de chômage, à un cercle vertueux qui est en gros à partir de 1,8 à 9% de croissance, avec, disons, 250 000 créations d'emplois. Si on arrive à créer 250 000 emplois, on rentre dans quelque chose qui vous crée une dynamique. L'économie, c'est d'abord de la dynamique. Moi, ce qui me gêne, ce qui me pose problème dans la description, et je crois que je vais vous rendre service, parce que je vais vous dire à mon avis, ce qu'il faudrait rajouter, c'est ce qui permet à un moment de le mettre en route. Au fond, cette logique, elle est parfaite, c'est un moteur diesel, ça tourne, c'est parfait, simplement il faut le faire démarrer. Et pour le faire démarrer, il faut du vent dans les voiles. Dans les voiles, pour faire la réforme, il faut du vent dans les voiles. Et il faut que vous arriviez à vos 1,8 à 9% de croissance au démarrage. Et cela, les 1023 pages et demie n'y répondent pas complètement, c'est-à-dire qu'il faut à un moment qu'il y ait ce plus qui fait que ça permet, voilà, il faut le mettre en route, le programme. Et là, il y a quelque chose qui manque. Alors pour rajouter une 1002e page, ça ne me pose absolument... Il y en a 1012 ou il y en a 1011 ? Parce que vous, à 1001, vous dites 1001, moi, et moi j'ai lu 1012. Oui. Ça doit être les annexes. Voilà, c'est les annexes. On peut rajouter une page en tout cas, et toutes les propositions les sont les 13, bienvenues. on sait jamais. Ça me permet d'ailleurs de dire à Jean-Hervé Lorenzi que ce programme n'a pas la prétention d'être une cathédrale dont on ne peut plus toucher le moindre mais pilier. sur le fond, c'est vrai. Comment faites-vous pour redresser la machine, booster la croissance? Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Quand vous voyez les erreurs qui ont été faites, parce que l'économie française, c'est malheureusement le privilège de l'âge, mais quand on a pas mal travaillé, on voit comment ça marche, l'économie française. L'erreur majeure de 2012, c'est de casser la croissance et de rentrer dans ce cercle négatif. Il faut atteindre 1,8. Bon, c'est ça qui... Comment faites-vous et après on marque une deuxième pause? Je pense vraiment que la réponse que je veux vous apporter, c'est que j'engage tout de suite par ordonnance les réformes de structure devant lesquelles on a reculé. Vous dites 2012 parce que vous êtes très aimable. Vous auriez pu aussi dire 2007. Oui, on avait promis le contrat 2009, de travail unique, 2007, pas de contrat de travail unique. On avait promis la suppression des 35 heures, pas de suppression des 35 heures. Sociale, on a promis de baisser les impôts, on les a augmentés. Enfin, voilà, on peut multiplier les exemples. Oui, mais il y a une crise Jamais économique. les réformes de structure ne sont faites par les présidents de la République qui arrivent au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés clairement. Bruno Le Moi, Maire, je m'engage. Bruno Le Maire, les réformes de structure, on sort toujours ça. Mais là, quand la Suède ou le Canada ont fait leur réforme de structure, ils ont dévalué massivement. C'est qu'ils se sont donné un instrument. Ils sont mis du vent dans les voiles. Bien, mon instrument, Jean-Hervé Lorenzi, c'est de donner aux très petites entreprises la possibilité d'embaucher. Oui, mais pour embaucher, il faut qu'il y ait du vent. Oui, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais sinon les entreprises, elles vont pas embaucher. Ce qui est derrière toutes vos remarques, c'est cette idée qu'un président de la République crée la croissance ou crée les emplois. Eh bien, je vais être très clair avec nos téléspectateurs. Politique économique, c'est pas le président de la République. Je considère que le président de la République, sa responsabilité, c'est de créer immédiatement l'environnement le plus favorable possible pour qu'il y ait de la croissance et des emplois. C'est quoi cet environnement tel que je le dessine dans ce contrat présidentiel? C'est d'abord toutes les réformes de structure devant lesquelles droite et gauche ont reculé depuis 30 ans. La réforme du marché du travail, la désagressivité des allocations chômage, la restructuration de notre système de retraite, tout ça sera fait et sera fait vite. En deuxième lieu,
c'est un environnement fiscal plus favorable, fiscalité du capital, baisse de la CSG, stabilité fiscale inscrite dans la Constitution. C'est une proposition que j'avais faite avec Valérie Pécresse il y a quelques années. C'est le deuxième volet. Et le troisième volet majeur, c'est accompagner chaque salarié dans la révolution de la robotique et du numérique à laquelle il est confronté. Justement, on va parler par une révolution éducative. Dans un instant, on marque une deuxième pause. Bruno Le Maire, on se retrouve tout de suite.